Quand j'étais enfant, Sarah était toujours la chouchoute de la classe. Pendant que je passais des heures à monter des ordinateurs dans le garage, elle gagnait des tournois de débat et des élections au conseil étudiant. Maman parlait sans cesse de son potentiel de leader et de ses projets de révolutionner le secteur technologique. Sa sœur a de l'ambition. Mon père disait souvent, en la voyant présenter le projet d'entreprise de son école, « Elle sait ce qu'il faut pour construire quelque chose de concret ». De mon côté, enfant, j'ai été éloignée des ordinateurs et j'ai grandi en passant mes journées à jouer aux jeux vidéo. Quand j'ai commencé à développer des applications Internet à 16 ans, gagnant plus que la plupart des adultes, ma famille a parlé d'argent de bourse et m'a conseillé de me concentrer sur des choses concrètes, comme le cursus de Sarah en droit. Cette situation s'est encore accentuée au lycée. Sarah a intégré Harvard Business School tandis que j'ai choisi l'école d'informatique de l'État. Chaque réunion de famille était l'occasion de mettre en avant les succès de Sarah en matière de réseautage. Sa présentation chez Goldman Sachs, son admission dans des programmes d'entrepreneuriat prestigieux. Sarah tisse des liens importants, expliquait sa mère à ses parents. Elle se constitue un réseau de futurs PDG et d'investisseurs de renom. Voilà comment ça se passe dans la vraie vie. Dès que j'évoquais mes projets logiciels ou les applications que je développais, la conversation dévia rapidement sur la dernière distinction universitaire de Sarah ou un concours d'entrepreneuriat. J'ai appris à me taire pendant ces discussions, à me concentrer sur mon code plutôt que de parler de ma famille. Après ses études, Sarah a lancé sa start-up technologique en grande pompe. Sa famille y a investi ses salaires, persuadée de soutenir la prochaine success story de la Silicon Valley. Les journaux locaux ont couvert l'événement de lancement. LinkedIn a été inondé de félicitations de la part de notre réseau. L'entreprise de Sarah va tout changer, avait déclaré son père lors du marché de Noël de cette année-là. Elle a le sens des affaires et la vision nécessaire pour y parvenir. J'avais discrètement lancé ma propre entreprise de conseil en logiciel, travaillant avec des entreprises du Fortune 500 pour optimiser leurs infrastructures numériques. Ce travail, hautement technique et extrêmement lucratif, restait totalement invisible pour les personnes extérieures au secteur. Pendant que Sarah gérait les conférences de presse, je résolvais des problèmes complexes pour des clients prêts à payer le prix fort pour une discrétion absolue. Mon compte en banque a lentement grossi, mais je conduisais toujours la même Honda d'occasion et vivais dans un appartement modeste. Ma famille pensait que je travaillais simplement comme informaticien indépendant. Quand on me demandait ce que je faisais dans la vie, je mentionnais quelques projets de programmation et changeais rapidement de sujet. L'entreprise de Sarah, cependant, dilapidait son capital à un rythme alarmant. L'enthousiasme initial s'était estompé face à la dure réalité de la concurrence, aux difficultés de développement des produits et à la nécessité de proposer des prix compétitifs. Mais la famille restait optimiste, convaincue que la formation de Sarah à Harvard finirait par porter ses fruits. Ça ne fait qu'accroître les souffrances, conclut la mère, l'air inquiet. Toutes les entreprises passent par là. 2 ans après le lancement de son entreprise, Sarah était au bord de la faillite. Le premier tour de table était presque épuisé, et les investisseurs potentiels posaient des questions pointues sur les prévisions de revenus et la viabilité du marché. Sarah avait besoin d'un apport de capital plus important pour survivre. C'est là que je suis intervenue. Par le biais d'un réseau de sociétés écrans et de fonds d'investissement automobile, je suis devenu le principal investisseur anonyme de Sarah. L'injection de 150 millions de dollars provenait d'une prestigieuse société de capital risque spécialisée dans les startups technologiques. Pour Sarah et sa famille, c'était une véritable consécration de la part des acteurs les plus respectés du secteur. Je savais que Sarah attirerait des investisseurs sérieux. Son père a exulté à l'annonce du financement. C'est exactement ce à quoi nous nous attendions de quelqu'un avec son parcours. Les conditions de l'investissement étaient conçues pour me donner un contrôle important sur les décisions de l'entreprise tout en préservant mon anonymat complet. Sarah pensait avoir convaincu des investisseurs institutionnels et averti de soutenir sa vision. En réalité, elle était financée par son jeune frère, un homme sans succès qui, soi-disant, ne connaissait rien au monde des affaires. L'ironie était parfaite. Chaque réunion du conseil d'administration, chaque décision stratégique, chaque orientation des grandes entreprises était en fin de compte sous mon contrôle. Sarah présentait ses projets à des investisseurs qu'elle croyait chargés d'évaluer son portefeuille d'entreprise, ignorant que le véritable décideur était quelqu'un qu'elle avait pris pour un entrepreneur en herbe. La campagne de financement réussie de Sarah lui a conféré un statut quasi-célébrité au sein de sa famille.
Chaque réunion de famille devenait l'occasion de partager les dernières nouvelles concernant son entreprise novatrice et les investisseurs avisés qui croyaient en sa vision. Parmi ces investisseurs figuraient certaines des personnalités les plus influentes de la Silicon Valley, expliquait-elle à ses proches impressionnés. Ils ne se contentent pas de fournir des capitaux. Ils offrent un accompagnement stratégique fondé sur des décennies d'expérience dans la création d'entreprises prospères. La famille a pris ses distances avec chacune de ces paroles. Sarah est devenue la preuve que le travail acharné, une bonne éducation et les fondamentaux du commerce mènent inévitablement au succès. Elle incarnait tout ce en quoi elle croyait, la réussite et la reconnaissance. Pendant ce temps, mon véritable succès restait totalement invisible. Le cabinet de conseil était devenu une entreprise pesant plusieurs millions de dollars, avec des clients sur 3 continents. J'avais développé un logiciel propriétaire dont les entreprises du Fortune 100 louaient les licences à des prix annuels considérables. Ma fortune personnelle avait atteint un niveau tel que ma famille aurait dû en faire des frais. Mais je conserve le même mode de vie modeste et humble. Quand Sarah parlait de la croissance de l'entreprise et des relations entre les investisseurs, je pleurais poliment et posais des questions pertinentes. Ma famille interprétait mes questions comme la curiosité de quelqu'un qui ne comprenait pas vraiment l'entreprise, plutôt que comme des informations provenant de quelqu'un qui contrôlait secrètement toute l'activité. « C'est bien que tu t'intéresses à la réussite de Sarah », lui dit sa mère à voix basse. « Tu pourrais peut-être apprendre quelque chose sur le monde des affaires en la voyant travailler avec des investisseurs professionnels. » La réunion de famille qui allait tout changer eut lieu un samedi de novembre, par une chaude journée. Sarah était de plus en plus stressée par les performances de l'entreprise, malgré une façade optimiste qu'elle gardait pour la famille. Les derniers trimestres avaient affiché des résultats décevants, et BOA, c'est-à-dire moi, par l'intermédiaire de mes représentants, avions posé des questions difficiles sur la stratégie à adopter. Mais ce soir-là, Sarah était en pleine présentation. Elle revenait tout juste d'une conférence où elle avait été désignée étoile montante de la tech et avait participé à une table ronde sur les femmes entrepreneurs. Sa famille, naturellement impressionnée, était impatiente d'en savoir plus sur cette reconnaissance dans ce secteur en pleine expansion. « Les opportunités de réseautage sont incroyables », expliqua Sarah en sirotant son vin avec enthousiasme. « Quand on évolue à ce niveau, on côtoie des investisseurs, des avocats et des entrepreneurs qui savent bâtir des entreprises solides. » Elle me lança un regard mêlé de pitié et de condescendance. « C'est un monde à part, bien loin de ce que la plupart des gens imaginent du monde des affaires. Il faut penser stratégiquement, comprendre la dynamique du marché, gérer les relations avec les investisseurs, construire des systèmes évolutifs. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut apprendre en jouant avec des ordinateurs. » Le père, d'un ton sage, s'écria. « Il faut penser stratégiquement, comprendre la dynamique du marché, gérer les relations avec les investisseurs, construire des systèmes évolutifs. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut découvrir en jouant avec des ordinateurs. Voilà la différence entre le véritable esprit d'entreprise et ces passe-temps que certains appellent des entreprises. » S'écria la mère. Sarah a appris les bases à Harvard. Elle sait comment collaborer avec des investisseurs sérieux qui exigent une gestion professionnelle. Je continuais à manger en silence, posant de temps à autre des questions sur certains aspects des performances de son entreprise. La famille interpréta mes questions comme des curiosités fraternelles, plutôt que comme les demandes d'information d'une personne ayant accès à des rapports financiers détaillés et aux comptes rendus de réunion. C'est alors que Sarah a prononcé la phrase qui a scellé son destin. « Dans le monde des affaires, dit-elle en me regardant droit dans les yeux, on ne peut pas tricher. Soit on sait travailler avec des investisseurs institutionnels et bâtir des opérations à grande échelle, soit on se contente de jouer à l'entrepreneur avec son petit truc en ligne. » La table a éclaté de rire, dans un éclat de voix enthousiaste. Même notre grand-mère, d'ordinaire diplomate, s'est jointe à la vie générale. Sarah avait parfaitement saisi la différence entre le sérieux et le jeu amateur. « Arrête de jouer à l'entrepreneuse », a-t-elle lancé d'un ton déterminé. « Votre petit truc en ligne, c'est pas du sérieux. » Tout le monde a ri encore plus fort. J'ai crié à voix basse et répondu. « Compris, mais intérieurement, je rédigeais déjà le courriel qui allait tout faire basculer. » J'ai passé la journée et la nuit à examiner les documents de la société de Sarah. En tant qu'actionnaire majoritaire, j'avais accès à tous les documents financiers, à toutes les présentations au conseil d'administration et à tous les plans stratégiques. Les chiffres parlaient d'eux-mêmes. Malgré mon investissement de 150 millions de dollars, l'entreprise continuait de perdre de l'argent à un rythme insoutenable. Sarah avait utilisé cet investissement pour une expansion rapide sans s'attaquer aux problèmes fondamentaux de son modèle économique.
Le revenu par client restait faible, les coûts d'acquisition de clients augmentaient et la pression concurrentielle s'intensifiait. L'entreprise avait besoin d'un nouveau tour de table dans les 6 mois, sous peine de graves problèmes de trésorerie. Plus important encore, le conseil d'administration s'inquiétait de plus en plus de la décision stratégique de Sarah. Plusieurs projets clients s'étaient soldés par des échecs, les délais de développement des produits n'étaient cessés d'être dépassés et des accords de partenariat avaient échoué faute d'attentes réalistes. Les investisseurs, dont je faisais partie, avaient fait preuve de patience, mais cette patience avait des limites. Dimanche matin, j'ai envoyé un courriel d'alerte au directeur associé de la société de capital risque qui servait d'intermédiaire pour cet investissement. Après avoir examiné attentivement les données de performance récentes et les préoccupations stratégiques soulevées lors de notre dernière réunion du conseil d'administration, j'ai écrit « Je pense qu'il est temps de reconsidérer notre position dans cet investissement. Veuillez lancer la procédure de retraite intégrale de notre investissement de 150 millions de dollars. Je souhaite que tous les fonds soient transférés sur nos comptes principaux d'ici la fin de la semaine. » Le courriel était professionnel, clair et cinglant. Retirer 150 millions de dollars à une start-up ne se contenterait pas de nuire à l'entreprise, cela la tuerait. Aucun autre investisseur n'accepterait de remplacer un tel financement, surtout après un vote de défiance aussi retentissant de la part de l'investisseur principal. Quelques heures plus tard, la société de capital risque contactait Sarah pour organiser une réunion d'urgence du conseil d'administration. Sarah m'a appelé dimanche matin, et sa voix avait perdu toute assurance. Il se passe quelque chose d'étrange avec les investisseurs, a-t-elle dit. Ils veulent se réunir demain et ils parlent de réapprovisionnement stratégique et de réallocation de capital. Je ne comprends pas ce qui se passe. J'ai exprimé mon inquiétude, qui est tout à fait justifiée. La situation est stressante. Pensez-vous que ce soit lié aux chiffres de mercredi? Je ne sais pas, a admis Sarah. Les résultats n'étaient pas parfaits, mais nous travaillons à une croissance à long terme. Les investisseurs avisés doivent comprendre que les entreprises technologiques traversent des phases difficiles avant de prendre de l'ampleur. La réunion d'urgence du conseil d'administration a été brutale. Les représentants des sociétés de capital risque, agissant sur mes instructions, ont présenté une analyse approfondie des problèmes des entreprises. Les prévisions de revenus étaient irréalistes, la gestion des coûts défaillante et la mise en œuvre stratégique constamment en deçà des attentes. Nous faisons preuve de patience, a déclaré le partenaire dirigeant, mais notre analyse révèle des problèmes fondamentaux au niveau du modèle économique et de la stratégie d'exécution. Nous ne pensons pas qu'un investissement supplémentaire soit productif pour le moment. Sarah a tenté de riposter en présentant des opportunités de marché, des avantages concurrentiels et une vision à long terme, mais les chiffres étaient insurmontables. L'entreprise consommait ses liquidités sans générer de croissance durable. Nous avons donc décidé de retirer notre investissement, a annoncé le partenaire. Concrètement, nous allons immédiatement liquider notre participation et réaffecter les capitaux à des opportunités plus prometteuses. Sarah était terrifiée. On ne peut pas liquider 150 millions de dollars par nuit. Sans ces fonds, l'entreprise va s'effondrer. Nous comprenons les conséquences, répondit calmement l'associé. Mais notre responsabilité est envers nos investisseurs. Et nous ne pouvons justifier le maintien de notre soutien à des activités dont les performances ne sont pas à la hauteur des attentes. Mardi, la rumeur s'était répandue dans la famille que l'entreprise de Sarah traversait une crise. Les investisseurs avertis ont soudainement retiré leur soutien, laissant l'entreprise dans une situation de crise financière. La mère a convoqué une réunion de famille vendredi soir. Nous devons trouver une solution pour aider Sarah à traverser cette période difficile, a-t-elle annoncé. Parfois, même les meilleurs entrepreneurs essuient des revers lorsque les investisseurs ne comprennent pas leur vision. L'atmosphère de la réunion ressemblait à un conseil de guerre. Sarah, assise au premier rang, paraissait fatiguée mais déterminée. Elle avait passé la semaine à appeler frénétiquement des investisseurs potentiels, cherchant un remplaçant au financement retiré. Ce n'est qu'un revers temporaire, insistait-elle. Les investisseurs ont été effrayés par des problèmes de performance à court terme, mais le modèle économique fondamental est sombre. Il me faut juste trouver des investisseurs qui comprennent la création de valeur à long terme. Le père a crié son soutien. Sarah a construit quelque chose de concret. Les bons investisseurs le reconnaîtront. J'ai écouté en silence la famille discuter des solutions possibles. L'oncle Robert a suggéré à son père d'investir dans son réseau professionnel. Tante Linda a proposé de faire jouer son réseau d'amis fortunés.
Papa et maman ont envisagé d'utiliser leur pension de retraite pour financer la transition. Le désespoir était palpable. L'entreprise de Sarah était devenue un élément central de l'identité et de la planification financière de la famille. Tous tenaient son succès pour acquis, persuadés que sa formation à Harvard et son professionnalisme lui assuraient des gains considérables. Ce qu'il nous faut, dit Sarah en jetant un coup d'œil à l'assemblée, c'est quelqu'un qui a les moyens et qui comprend le secteur technologique. Quelqu'un capable de signer un chèque de 50 ou 100 millions de dollars sans réfléchir. Elle me regarda avec un mélange de frustration et de pitié. Malheureusement, ce type d'investissement exige des capitaux importants et une solide expérience du secteur. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut résoudre simplement en bidouillant avec des ordinateurs. J'avais prévu de laisser l'entreprise de Sarah faire faillite discrètement. Le retrait de l'investissement l'obligerait à trouver de nouveaux financements, ce qui serait quasiment impossible compte tenu des circonstances et de l'arrêt des activités. Cela aurait été une excellente leçon professionnelle sur les réalités du monde des affaires. Mais son attitude condescendante persistante m'a fait changer d'avis. En fait, ai-je murmuré, je pouvais l'aider. La table s'affaissa dans un silence pesant. Tous se retournèrent vers moi, leurs expressions oscillant entre confusion et scepticisme politique. Je sais bien que vous avez besoin d'investisseurs avertis, poursuivis-je, mais en réalité, je suivais et surveillais votre entreprise de très près. J'ai quelques idées sur ce qui pourrait fonctionner. Sarah esquissa un sourire condescendant. C'est gentil de votre part, mais cela nécessite vraiment des personnes qui comprennent les investissements institutionnels et l'évaluation des entreprises technologiques. C'est incroyablement complexe. Je comprends, ai-je dit. Laissez-moi passer un coup de fil. J'ai sorti mon téléphone portable et j'ai appelé la ligne directe de mon avocat principal en investissement chez Goldman Sachs. Bonjour David, ai-je dit lorsqu'il a répondu. Je dois en discuter avec votre avocat. Il liquide certaines positions pour dégager des capitaux en vue d'un investissement direct. La famille me regardait, de plus en plus perplexe. Sarah semblait assister à une crise de nerfs. Oui, je cherche à investir directement dans une start-up technologique, ai-je poursuivi. Un montant de l'ordre de 150 millions de dollars. Pourriez-vous m'expliquer la structure de ce type de participation directe? La voix de David était suffisamment claire pour que toute la table entende sa réponse. Bien sûr, Monsieur Johnson. Compte tenu de la taille de votre portefeuille, un investissement direct de 150 millions de dollars représenterait environ 8% de vos avoirs actuels. Nous pouvons envisager une acquisition directe d'équipements ou l'émission d'actions préférentielles, selon vos objectifs stratégiques. Un silence complet s'installa dans la salle. J'ajoutai ensuite que je souhaitais aborder ma position actuelle concernant les innovations de TechFlow. Je crois être actuellement l'investisseur principal via la société de capital investissement Meridian, n'est-ce pas? Tout à fait. David l'a confirmé. Votre investissement de 150 millions de dollars via Meridian vous confère une participation majoritaire dans TechFlow. Tu étais le principal décideur sur toutes les questions stratégiques. J'ai regardé Sarah droit dans les yeux. Son visage était devenu livide. David, ai-je dit, je voudrais fixer une réunion du conseil d'administration pour dimanche. Je crois qu'il est temps pour moi de m'impliquer davantage dans la gestion de l'entreprise. Le silence qui suivit dura près d'1 minute. Sarah me regardait comme si je venais d'annoncer que j'étais, en réalité, un extraterrestre. Maman et papa semblaient avoir du mal à comprendre des informations qui ne rentraient dans aucune catégorie qu'ils connaissaient. Finalement, Sarah a trouvé sa voie. Ce n'est pas possible. Je vous ai envoyé mon numéro de téléphone, qui était encore associé à David de Goldman Sachs. Souhaiteriez-vous lui poser des questions sur la structure de l'investissement? Sarah prit le téléphone en applaudissant. Ici Sarah Mitchell de TechFlow Innovation. Pouvez-vous confirmer vos propos concernant les positions d'investissement? La réponse de David fut patiente et professionnelle. Monsieur Johnson est le principal investisseur de TechFlow depuis la création de son fonds. Son investissement de 150 millions de dollars a été structuré par le biais de notre véhicule d'investissement Meridian afin de préserver son anonymat. Mais il a toujours conservé une participation contrôlée dans son entreprise. Il recevait des rapports détaillés chaque année et avait le pouvoir d'approbation finale sur toutes les décisions stratégiques. Sarah a décroché le téléphone et m'a regardé avec un mélange de choc, de confusion et d'horreur. Vous êtes l'investisseur, ai-je dit. Je suis l'investisseur. J'ai confirmé. Vous contrôlez mon entreprise depuis 2 ans.
Je fournis le capital et le contrôle stratégique. Oui. La famille tentait encore de comprendre ce qu'elle venait d'entendre. Le père prit la parole en premier. Alors, quand vous m'avez posé des questions sur l'entreprise de Sarah, je vérifiais simplement si votre compréhension correspondait aux informations que je recevais de la direction. Je vous ai expliqué. Maman se cognait lentement la tête contre le mur. Sa petite entreprise en ligne est une société de conseil en logiciel qui génère environ 40 millions de dollars de revenus par an. J'ai précisé que l'investissement initial avait été financé par mes propres deniers. Le visage de Sarah était un véritable tourbillon d'émotions. Choc, confusion, fureur et une sorte de tristesse. Elle réalisait soudain que tout ce qu'elle avait dit à propos des « véritables investisseurs » et des capitaux sophistiqués s'adressait précisément à la personne qui était en réalité son véritable investisseur et fournisseur de capitaux. « Pourquoi ?» finit-elle par demander. J'ai examiné attentivement la question. D'abord, parce que je croyais en votre vision et que je souhaitais vous aider. L'anonymat visait à éviter les dynamiques habituelles dans les décisions commerciales complexes. Et maintenant, j'ai jeté un coup d'œil autour de la table aux membres de ma famille qui, pendant des années, avaient minimisé ma réussite tout en célébrant ce qu'ils considéraient comme l'apogée de l'entreprise florissante de Sarah. Je pense qu'il est temps d'avoir des conversations franches sur les affaires, la réussite et le respect. Au cours des semaines suivantes, j'ai constaté une transformation radicale des relations familiales. L'entreprise de Sarah n'a pas fait faillite. Je l'ai restructurée en instaurant une supervision managériale adéquate et des objectifs de croissance réalistes. Le rôle de Sarah a évolué. De PDG, elle est devenue chef de produit senior, et des cadres expérimentés ont été recrutés pour gérer les opérations et la stratégie. La famille eut du mal à s'adapter à cette nouvelle réalité. Des années de discours sur la réussite, l'intelligence et le sens des affaires s'étaient effondrés. Le génie de l'informatique qu'il croyait sur le point de disparaître était en réalité un multimillionnaire qui finançait secrètement la start-up de Golden Child. Sarah a mal vécu cette transition. Tout ce en quoi elle avait cru concernant la réussite de son entreprise reposait sur le capital fourni par son frère, qu'elle avait discrédité en le jugeant incapable de comprendre les rouages du monde des affaires. Les investisseurs prétendument brillants pour lesquels elle s'était disputée étaient en réalité les représentants d'une personne qu'elle n'avait cessé de maudire. Mais au fil du temps, un phénomène intéressant s'est produit. Dès que Sarah a cessé de chercher à prouver sa supériorité et a commencé à apprendre auprès de mentors expérimentés, elle a excellé. Les compétences acquises à Harvard, alliées à l'humilité et à un encadrement approprié, lui ont permis d'être véritablement performante dans ses nouvelles fonctions. L'entreprise est pourtant devenue rentable en 6 mois. Grâce à des prévisions réalistes et une allocation judicieuse des capitaux, le modèle économique proposé par Sarah a effectivement fonctionné. Le problème n'a jamais résidé dans sa vision. C'était son exécution et son incapacité à reconnaître son ignorance qui avaient tout gâché. Quant à moi, j'ai enfin commencé à être honnête quant à ma propre réussite. Ma famille a découvert mes activités de consultant, mes licences de logiciels, mon portefeuille d'investissement et les différentes entreprises que j'avais discrètement bâties des années auparavant. Cette reconnaissance était agréable, mais ce n'était pas l'essentiel. L'essentiel était que le succès se manifeste de bien des façons. Le MBA et le réseau de Sarah étaient précieux, certes, mais pas plus que son expertise technique et sa gestion avisée des investissements. Les relations à Harvard sont importantes, certes, mais elles ne le sont pas plus que la résolution concrète des problèmes de clients prêts à payer le prix fort pour obtenir des résultats. Surtout, j'ai appris que le respect familial ne s'achète ni par des investissements anonymes ni par un succès discret. Il faut parfois oser prendre la parole, même si cela remet en question des idées reçues sur qui comprend réellement le monde des affaires et qui n'est qu'un aspirant entrepreneur. Sarah ne m'a plus jamais demandé si mon entreprise en ligne était une vraie entreprise. Et je n'ai plus jamais laissé personne dans la famille croire que son influence le rendait automatiquement plus apte à juger du succès des autres. La mascarade était terminée pour nous deux.